mal que vous faites aux gens. Les gens qui ont voilà. Et vous, je pense que vous n'êtes pas bien dans votre peau non plus. Parler dans un micro, parce que en tant que garante et garant, nous ne pourrons retranscrire si vous parlez dans le micro. Donc là, on a pris des notes, on a reçu, on est disséminés dans la salle, mais si vous ne parlez pas dans le micro, comme dit monsieur, c'est pas enregistré, donc voilà. On arrête les mensonges. C'est comme les foyers qui sont alimentés et vous comptez les foyers sans chauffage. Mais quelle aberration! On sait tous que le plus gros de notre facture, c'est le chauffage. Arrêtez de compter. À ce moment-là, moi je vais compter l'électricité sans les ampoules, sans le chauffage, sans la cuisine. Ah bah ça va faire des millions de personnes. On a un certain nombre d'éléments et des sources qu'on a mis en ligne également, puisqu'à chaque fois qu'on a mentionné, qu'on a donné des réponses, on a essayé de donner le maximum de sources officielles, des rapports de l'État, etc. Non, par rapport à les réponses. Oui. Désolé. Je vais juste revenir les sources officielles françaises. Académie de médecine, vous ne l'avez pas vu. Académie des beaux-arts, vous ne l'avez pas vu. Académie des sciences, vous ne l'avez pas vu. Vous allez nous chercher des trucs de l'ADEME ou de la Commission européenne en les manipulant totalement et en faisant croire qu'il y a une association entre du renouvelable et du décarboné, alors que vous faites du renouvelable carboné. Tout est et le prix est élevé. Avec ces nouvelles machines, si, c'est l'intérêt, on avait évoqué ça légèrement la fois passée, les machines étant plus grandes, elles sont plus performantes économiquement. On peut baisser le prix. Et le prix va être beaucoup plus bas que 87 à terme. Et donc, pour donner une fourchette. Arrêtez de mentir. Vous allez vendre l'électricité que vous produisez à 87. Arrêtez de mentir. Vous n'allez pas faire un cadeau aux industriels. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que vous donnez de la visibilité. Regardez le phénomène allemand, la manière dont ils se sont investis, ils ont frisé la catastrophe avec l'histoire de l'Ukraine parce qu'ils comptaient sur le gaz pour compenser et aujourd'hui ils sont dans la mouise. Regardez les éoliennes de Beaumont qui sont sur le même territoire que Poligny et qui sont mises en panne régulièrement parce qu'on est excédent d'énergie et qu'on est obligé de les bloquer pour éviter de faire de la perte, enfin de la vente à prix négatif. Bon, tirez un trait là-dessus. Vous ne gagnerez pas là-dessus. Passez à autre chose, essayez de nous dire comment vous avez tenu compte d'autre chose. Vous n'êtes pas dans le bon de taux de charge, vous n'êtes pas. C'est faux. Vous pouvez répondre par où vous voulez. Donc, s'il vous plaît, ne faisons pas des débats, je dirais, aussi mouvants sur des données qui ne sont pas vraies et sur des objectifs qui ne sont pas les vôtres. Votre seul objectif, c'est de satisfaire votre hiérarchie en essayant d'entrer ce projet dans le tube. Et tous les gens ici vous disent non, on a compris, passons au jeu. On n'en veut pas. On vit un drame social aujourd'hui. Et on est en train de mettre de l'argent de l'État qui est surendetté dans un projet qui ne va créer aucun emploi, qui est inutile et qui va en plus plutôt dégrader notre bilan carbone. Alors excusez-nous, arrêtez de nous dire qu'il y a des retombées positives pour nous. C'est pas vrai. Nous, on a une crise. Venez nous aider. On a une sucrerie qui est en panne. On a une sucrerie que personne ne veut redémarrer. C'est sans emploi. Sans emploi, monsieur. J'avais vu monsieur Bourré, responsable de la sucrerie, qui expliquait que son principal souci, c'était la maîtrise du prix de l'énergie. C'est sur le site de la communauté de commerce. Mais c'est pas avec votre énergie qui est achetée super cher. Mais vous savez pas honte. Non, mais vraiment. Ici, nous sommes à 35% de chômage. Et vous osez nous proposer ça. Mais regardez-vous. Avec de l'argent de l'État, c'est une honte. Donc, comme vous pouvez voir sur cette carte, il y a 80% du département où il y a des contraintes réducteurs, on ne peut pas mettre de lien. L'idée, quand on a fait cette analyse cartographique, on a pris 80 contraintes, donc c'est quand même un nombre assez conséquent, et en superposant ces 80 contraintes, on s'est rendu compte que le seul endroit, la seule partie de la Seine-et-Marne où on peut mettre les éoliennes, la seule partie qui était possible, il y avait encore de la taille. Ça veut dire que vous avez pas Qui vous inscrit. Monsieur, non, monsieur. Laissez-le parler.
les cartes à partir desquelles ils travaillent sont les cartes qui ont été instaurées après la loi du 10 mars 2023 sur les énergies renouvelables et sur l'accélération des zones des énergies renouvelables. Ces cartes-là sont dites non opposables, ça veut dire qu'elles n'ont pas de valeur juridique, et indicatives par le ministère, par la DRIAD, qui est le représentant du ministère en Ile-de-France, la DRIAD, on est sur les 20% que vous dites, il y a effectivement marqué zone favorable, mais c'est pas tout. Il y a marqué zone favorable sous réserve d'enjeux et sous réserve d'enjeux locaux. Quels sont ces enjeux et quels sont les enjeux locaux? Les enjeux en question sont simples. Quand les cartes sont faites, vous prenez un monument historique, il est neutralisé à 500 mètres à la ronde. Mais ça n'est pas la réalité du jugement rendu en cours et au Conseil d'État qui disent que l'impact sur un monument historique ne dépend pas du cercle autour duquel on le neutralise, mais de l'impact réel à distance, et on a vu des parcs annulés, des impacts à 4, 5, 6 km. Ça, ce sont les enjeux. Ils figurent sur la carte, mais ils ne sont pas dimensionnés. Les enjeux locaux sont les enjeux qui ne figurent pas sur la carte parce qu'une carte géographique n'est pas capable d'appréhender tous les éléments d'urbanisme. Et donc il faut aller chercher dans les documents d'urbanisme et dans les décisions municipales pour savoir. Donc il est impossible de dire, comme vous le faites dans vos documents et comme vous le dites ici, qu'à partir d'une approche cartographique, vous avez déterminé des zones favorables. Ça n'existe pas. Vous dites une chose qui n'est pas vraie. Et maintenant, qui définit les enjeux et les enjeux locaux? Eh bien, dans la loi, ce sont les maires. Ce sont les communautés de communes qui déterminent au moment d'établir les zones d'accélération, quelles sont les zones d'accélération qu'ils vont affecter à l'éolien ou pas. Si ils disent, nous ne voulons pas affecter des zones d'accélération à l'éolien sans le justifier, vous avez le droit de venir et de dire, bah, moi, pour justification, j'ai envie de m'y mettre. Mais s'ils font, comme on fait les maires et la plupart des communautés de communes, une analyse de dire on ne veut pas parce qu'on a des projets de territoire, parce qu'on a un impact sur un monument historique, etc. Vous ne pouvez plus dire et vous ne pouvez pas argumenter que vous avez réalisé votre étude à partir des cartes et des enjeux réels. On ne peut pas dire que votre zone est favorable. Ainsi, et je termine, nous allons avoir la PPE 3 qui va entrer en débat au Parlement. Donc en ce moment, les commissions régionales de l'énergie, qui sont des commissions paritaires entre l'État et les régions, liées au schéma régional, sont en train d'arrêter les zones d'accélération qui ont été choisies par les maires. Dans le Loiret et dans le centre Val-de-Loire, nous avons l'arrêté préfectoral le 6 juin qui vient de dire voici quelles sont les zones d'accélération choisies par les maires pour toutes les énergies. Et ces zones d'accélération satisfont aux objectifs de 2030. Elles sont donc ancrées dans le marbre par le préfet avec son arrêté préfectoral. Et ensuite, il y a 5 ans maintenant pour les réviser en fonction de la future PPE 3. Ce qui signifie, s'il va ravir les maires, que maintenant, les maires vont prendre des décisions de zone d'exclusion en fonction des enjeux qu'ils ont détectés. Donc vous êtes ici sur un terrain sur lequel les maires ont manifesté des enjeux dans leurs documents municipaux. Donc vous êtes, pardonnez-moi, indirectement hors la loi, même si vous n'êtes pas en procédure encore, puisqu'il faudrait, pour que ça soit appliqué, que ce soit une zone d'exclusion par décision préfectorale. Réellement, politiquement pas au sens politique, je dis au sens politique de territoire. Néanmoins, aujourd'hui, vous êtes en train d'aller objectivement et volontairement à l'encontre des décisions des élus du territoire et à, je dirais, motiver, hélas, les personnes à réagir violemment à ça, parce que c'est une honte. Donc, s'il vous plaît, ne nous développez pas. On a fait une super carte, ça. C'est ma spécialité, moi, d'analyser. Pardonnez-moi pour le dire. Mais, ça va être fait. Ça ne tiendra pas une seconde. Donc, s'il vous plaît, n'essayez pas de nous noyer sous l'idée qu'on a trouvé un gisement de vent favorable dans une zone favorable. Le gisement
gisement devant, il n'y est pas, et la zone favorable, elle ne l'est pas. Voilà. Donc voilà. Donc, est-ce que vous pouvez passer au sujet suivant? On prend déjà une énorme charge. Mais alors, je comprends que vous raisonnez de cette manière, tout à fait. Effectivement, il y a très peu de projets éoliens à l'échelle de l'Île-de-France et le peu qu'il y a sont en Seine-et-Marne, au sud de la Seine-et-Marne. Ça veut pas dire un effet de saturation. Donc on a Vous êtes en train d'essayer de saturer l'espace. C'est ce qui se passe. Et c'est ce que je demande en répondant à cette question-là par type de LR également. Parce qu'elle est surreprésentée en termes d'éolien sur la communauté de communes déjà. Et vous venez rajouter ce projet-là. Et vous voulez également rajouter le projet sur Aigreville. Ce qui va encore saturer les choses. Et ce qui va faire que la communauté de communes va produire 3 fois plus que son objectif qui était initialement prévu si vous ajoutez les Poligny plus Aigreville. C'est ça qu'il faut également mettre dans la balance. Puisque pour l'instant, on se bat pour Poligny, mais ce sera également la même chose pour Aigreville. Puisque vous continuez ce projet-là, où il est mis en stop d'une manière légale parce que vous n'avez pas le droit d'installer de mât. Mais c'est le prochain volet qu'il y aura. Donc, citez-le. On vous a demandé d'expliciter les autres projets que vous aviez également sur la communauté de communes. Ça n'a pas été fait. Vous avez dit pause. Pourquoi? Pas de mât, mais vous allez continuer le projet. Et ça fera 3-3. Alors, dites également ce que vous comptez faire, puisque vous avez les chiffres. Donc vous êtes dans cette situation-là. Donc non seulement vous n'êtes pas sur un territoire favorable à l'éolien, mais comme dit monsieur, vous êtes déjà sur un territoire saturé, sur lesquels sa contribution est supérieure au territoire voisin. Donc, quelque part, je vous donne mon avis, mais pour moi, c'est une période de temps. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, vous parlez du fait que le projet ne s'inscrivait pas dans des objectifs, que les objectifs étaient déjà appliqués au niveau de la saturation. Il y a des objectifs qui sont très ambitieux au niveau de la région, mais aussi au niveau des communautés de communes. Et le parc éolien de la Tonnelle s'inscrit, dans ces objectifs au niveau éolien, au niveau... tout simplement. Vous saviez que votre communauté de communes s'inscrivait avec les objectifs. Vous avez mis en place des objectifs avec un certain nombre de gigawattheures par an, le parc éolien de la Tonnelle. Alors pourquoi on fait pas partie. Oui, environ 700 et quelques gigawattheures. Donc vous allez encore vous faire prendre des vessies pour des lanternes encore une fois. Écoutez, monsieur, vous avez la blanche, vous avez des objectifs au niveau de la communauté de communes. Il y a une délibération de la communauté de communes qui est très claire, dont vous avez pris connaissance, je l'espère, qui a été prise il y a 15 jours, et qui dit très bien la position de la communauté de communes en fonction, en ce qui concerne les nouveaux projets. La communauté de communes s'alignera sur les décisions des communes. Si les communes sont pour, la communauté de communes se mettra en phase avec la communauté pour et soutiendra les communes qui sont contre. Terminé, c'est écrit, c'est acté, et tout le monde était, je veux dire, maintenant à la communauté de communes, sait comment ça fonctionne, et c'est ce qui a été fait il y a 15 jours, la délibération, vous l'avez maintenant sur le site, dans le document que je vous ai adressé. Et le problème, monsieur, on vous dit quelque chose de factuel avec une limite, et vous ne vous en contentez pas. le problème, monsieur, c'est qu'il y a aussi des objectifs au niveau national. Et on s'en va. Non, c'est pas la peine. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Mais non, mais il y a des objectifs nationaux. On s'en fout. Mais tout le monde est 34 000 foyers. Je vais rajouter ce que vient de dire mon collègue. Je suis vice-président de la communauté de communes. La communauté de communes n'a jamais fixé l'objectif d'éolien, que ce soit clair. La communauté de communes a toujours dit, comme vient de dire Gérard, J'en suis délégué. voilà, Gérard vient de dire que si on a une commune qui était pour, d'accord, la communauté de communes ne s'opposerait pas. Par contre, il n'y a pas d'objectif, je
précise de la communauté de communes, et il n'y a pas non plus d'objectif d'éolienne sans la région. J'étais la semaine dernière au Salon des maires de France, j'ai posé la question à la présidente de la région, il n'y a aucun objectif d'éolienne sur la région. Bon alors, qu'est-ce que vous faites là? Mais qu'est-ce que vous faites là, mon Dieu? Vous dites n'importe quoi, vous dites traité de menteur. 2 fois là, à la réunion, vous avez été au-delà de ce que vous avez le droit. Vous avez dit que les élus, ils étaient consultatifs. Mais vous foutez de la gueule de qui là? Vous avez dû nous dire d'après tel mois, votez tel jour, vous avez rien dit. Donc vous n'êtes pas sermenté, vous la fermez avant de parler. Alors, vous n'êtes pas sermenté, vous n'êtes pas plus que moi. vous voyez, Alors, je dirais qu'il faut regarder ces projets. On a tous compris comment la commune, on la connaît. Vous l'avez expliqué dans le détail, on connaît. Donc, 1, c'est pas rentable. 2, ça emmerde tous les voisins. Bon, c'est clair. Bah oui. Et d'un autre côté, c'est complètement inefficace. Et lorsqu'ils auront disparu, quand le prix de l'énergie va baisser au niveau que BlackRock n'acceptera plus la rentabilité, eh ben, il y aura des cadavres éoliens sur tout le territoire. C'est ça, ça va se passer. Bon, donc il faut le dire, il n'y aura plus d'argent pour le Il n'y aura plus de tourisme. Il n'y aura plus de tourisme. Plus d'industrie, en fait, c'est l'État qui décide, avec une logique que personnellement je ne comprends pas. Parce que c'est entier. Peut-être que vous c'est pas tout à fait vrai. Dans notre, pardonnez-moi, nous sommes encore en République et en démocratie, et l'État, d'abord c'est pas l'État, c'est l'exécutif. Parce que l'État, c'est une vision plus complexe des choses. Et que l'exécutif, lui, décide, sous réserve qu'il soit approuvé par le Parlement, pour l'instant, on n'est pas exactement à sa vote, et sous réserve que les juges en soient d'accord. Ainsi, un certain nombre de choses, par exemple, la PPE 3, le gouvernement voulait la passer en décret, comme ça dépend du Premier ministre et du Parlement. Et tous les parlementaires se sont érigés des offenses contre cette pratique, parce que c'est quand même un texte qui concerne l'ensemble des citoyens. Donc il est faux de dire c'est le préfet qui décide, c'est ça. Non, dans le parcours que les promoteurs ont à faire, ils ont à s'astreindre à un certain nombre de parcours pour trouver des moyens d'adapter leur business à la volonté et aux interstices qui peuvent se faire quand les gens l'acceptent. Et derrière, même si l'État décide, les juges redécident derrière et invalident. Et en ce moment, ce qu'on voit, on a 2-3 jurisprudences très importantes dans les 2 dernières années, les juges sont en train de siffler la fin de la récréation. Ils l'ont sifflé notamment sur la manière dont l'État calculait les zones d'encerclement en se disant on va faire un petit bout etc. Les juges ont sifflé en disant non, maintenant il y a une jurisprudence sur l'encerclement. Ils ont sifflé sur les monuments historiques en disant non mais les monuments historiques on verra, on ne va plus consulter l'architecte des bâtiments de France, etc. Le Conseil d'État a sifflé en disant s'il y a un impact, aussi lointain soit-il, même 3 km, 5 km, etc., il y a un impact et le parc ne peut pas se faire. Donc on a un certain nombre, on a eu récemment une décision sur la cigogne noire, où une cigogne qui vivait à 6 km d'un potentiel parc et de l'autre côté duquel il y avait une rivière, la rivière était son lieu de nourrissage. La cigogne noire est un animal très rare et très protégé. Les juges ont dit pas question d'y mettre une éolienne. Ça s'est passé pour vous dans l'Est, où il y a eu 61 éoliennes, et 63 éoliennes qui étaient. Donc ne croyons pas que l'État décide. D'abord, c'est l'exécutif, c'est une question de politique, ils ont le droit de le faire, ils sont venus pour ça, ils ont été nommés pour ça, mais le citoyen a des tas de moyens de recours. Le premier moyen de recours, c'est d'expliquer au promoteur qu'il n'a pas mis en concertation les choses nécessaires et suffisantes, parce que par exemple, il vous donne le choix entre 6 fois 200 ou 4 fois 230, les parcs à 200 et à 230 mètres de hauteur, enclavés à quelques centaines de mètres des habitations, c'est pas courant en ce moment. Hein. Vous avez une chance, vous avez inauguré une nouvelle pratique. Donc, mais on en est là. Donc, on est dans cette situation-là.
et essayer de faire comprendre que le jeu que joue Renner aujourd'hui est un jeu qui cherche à tomber et que, en fait, en face, les gens sont parfaitement compris. Je voulais juste terminer par une chose. Je serai très bref. Nous, on est un peuple, on est des Français. On est des Français pour toujours très disciplinés. Savez-vous que dans l'histoire, il y a eu des Jacques? Savez-vous qu'il y en a eu? Alors, je suis en train de me demander, compte tenu du fait que l'État, tout un paquet d'organismes et de personnes qu'on ne connaît même pas, ont pris des décisions qui ne conviennent pas aux personnes présentes. Il y a d'autres qui ne sont pas là. Est-ce qu'il faut aller avec des fourches à la préfecture? Ça, c'est la jacquerie traditionnelle, on va dire. Ou alors, une jacquerie plus professionnelle, c'est la jacquerie corse, avec du C4 en bas de leurs ailes. Je dis qu'il faut que l'État se rende compte, une bonne fois pour tous, que s'opposer à la volonté des citoyens conduit à un désastre. Monsieur, vous vouliez prendre la parole? Juste apporter une information. Monsieur le maire de Poligny il a parlé du domaine de Fontainebleau, là, qui est en cours de demande de classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Si vous regardez la procédure de classement au patrimoine mondial, il y a d'une part les facteurs qui sont cités, qui sont favorables pour un classement, et d'autre part les facteurs qui bloquent un classement. Ils sont au nombre de 14. Les éoliennes font partie des 14, à partir du moment où elles sont visibles. Alors, justement, si le projet impactait la forêt, le classement UNESCO. Nous, donc, on a produit cette carte que vous voyez, cette carte avec beaucoup de bleu dessus, à la suite de la réunion d'ouverture à la concertation, parce que ça avait été un sujet qui avait été abordé. Et l'idée de cette carte, ça nous permet de voir à partir de quel moment, sur quelle zone le projet est visible. Tout ce que vous voyez en aplat bleu, c'est l'endroit où le projet serait visible. Ce qu'on peut voir, c'est que... écoutez, alors, ce qu'on peut voir, c'est que là, sur tous les endroits où il y a du bleu, c'est que le projet est visible. Si l'endroit n'est pas en bleu, c'est que vous avez soit des boisements, soit des bâtiments qui empêchent la vue depuis le projet. Non, c'est pas valable. Le plus grand arbre de nos forêts fait plus de 35 mètres maximum. Vos éoliennes, elles font 230 mètres. Jugez sur un plateau de 130 mètres. Micro, madame, on va abandonner le micro. Vous cachez derrière, comme ça, vous n'avez pas. Votre réponse n'est pas valable. Les boisements ne cacheront jamais vos éoliennes. Elles font 230 mètres de haut, plus les 130 mètres du relief. Ce n'est pas possible. Nous n'avons pas d'arbres qui font 300 mètres. Et si vous voulez, on peut vous montrer, on a un exemple d'un endroit où, depuis, si vous vous posez à cet endroit-là, vous ne voyez pas le parc. Donc, assis couche dans l'air. On a fait, donc, dans le cadre de la concertation, on a souhaité aborder ce point de la forêt de Fontainebleau en réalisant des points de vue et des photomontages complémentaires. On a retenu 3 sites qui sont les sites, alors ils ne sont pas tous là, mais qui sont des sites assez importants en forêt de Fontainebleau. Vous avez l'Archamp, vous avez le Rocher la Dame Joanne, et puis on a choisi un point à Grès-sur-Loing où on commence à remonter, comme vous disiez monsieur, un peu plus haut vers Fontainebleau, donc on prend un peu plus d'altitude. Si on arrive sur les photomontages, là par exemple, on se met au niveau de l'Archamp. Alors, déjà, le photomontage qui est réalisé aujourd'hui, justement, la Dame Joanne. Effectivement, ce photomontage-là, on voulait vous le présenter, mais nous, on considère qu'il n'est pas 100% concluant parce que, justement, si vous vous décalez de 5-6 mètres, l'arbre ne cache pas le projet. Et dans 2 ans, si l'arbre meurt, on fait quoi? Mais alors, non, mais justement,
effectivement, l'arbre ne cache plus. Après, on va On va vous donner le micro, monsieur d'abord, et ensuite madame, et j'avais vu elle avait une main de aussi. Juste, sincèrement, déjà qu'on avait vu vos photomontages étaient vraiment pas terribles. Et très biaisés. Mais alors là, je crois qu'on est vraiment au sommet du gag, où il y a un arbre qui cache effectivement c'est un gag. Donc cet arbre, il a une durée de vie. Effectivement. Et si on fait gag, effectivement, on les voit. Donc c'est une blague. Effectivement. C'est UNESCO, ça va pas leur plaire. Hein. Je suis pas sûr qu'ils soient très blagueurs. Effectivement, c'est pour ça que nous, on souhaitait vous le présenter. Pourquoi? On considère que ce photomontage, effectivement, n'est pas concluant parce que il y a cet arbre qui cache le projet. Mais on l'a mis quand même pourquoi? Pour montrer qu'il y avait quand même une vue éloignée. Il y avait quand même une vue éloignée du projet. Et vous prenez les sites qui vous arrangent, les photos qui vous arrangent. Arrêtez quand même. C'est très bien la donne. C'est ce qui est. Alors, l'emplacement du rocher de la Dame Joanne. Vous avez choisi vous. Mais non, en fait, ça a été choisi parce qu'il y a un certain nombre de personnes, dans le cadre de la concertation, qui nous ont demandé de présenter ces photomontages depuis le rocher de la Dame Joanne, depuis l'Archambre, depuis Grès-sur-Loing. Il y en a même d'autres qui avaient parlé de Montmartre. Est-ce que vous avez écouté, monsieur le maire? Si vous avez, vous n'écoutez pas les gens. Monsieur le maire vous a dit que la forêt de Nanto-Poligny faisait partie du domaine de Fontainebleau. Voilà. Où se trouve la forêt de Poligny de Nanto? Dites-moi, où se trouve Poligny? Alors, elle se trouve à combien de kilomètres à vol d'oiseau? À moins de 2 kilomètres. Alors, effectivement, vous avez la forêt de Poligny qui est située proche du projet. L'idée, c'est que quand même, vous avez une forêt de Fontainebleau, alors pour l'essentiel, qui est située éloignée du projet. Pour l'UNESCO, c'est le tout qui est. Oui, mais là, n'empêche que vous avez des vues qui sont coupées depuis les boisements, et c'est pour ça qu'on a fait ces différents photomontages. Celui-là est perpétué, effectivement. Vous avez celui-là depuis la commune de l'Archambre. On n'est pas à la campagne, on a un cerveau quand même. Vous arrêtez. Un arbre, ça fait 35 mètres. Le miel, c'est minimum 30 mètres. Vous savez, on fait 35 mètres. Donc, la photo, c'est trop triste. Ça se voit quasiment à 30 ou 40 km. On dirait que la photo d'avant. Les photomontages, c'est le sport national des promoteurs, dans lequel il résiste beaucoup. Nous avons en ce moment un dossier dans lequel, à la demande de l'Adriatique de France, le promoteur a fait des photomontages complémentaires. Par exemple, il se serait mis dans une pièce comme ça, et il aurait dit, voilà, les omiettes sont là-bas, vous voyez, on ne les verra pas. Parce qu'il y a un mur. Donc il a pris tous les photomontages, et ça. Ne vous inquiétez pas, si parfois l'administration peut être un peu laxiste sur certains parcs, les juges ne le sont pas. Quand ils voient ça, ça les rend furieux. Parce qu'il est tout à fait évident que, par exemple, depuis la Dame Joanne, vous avez pris derrière l'arbre, enfin 3 pas à gauche, 3 pas à droite, etc. Or, la charge que doit avoir un paysagiste, c'est de cibler le motif principal depuis des lieux de vie ou depuis des sites de vue, par exemple. GR13, National 7. Voilà. Et de chercher si les impacts sont réels et si ces impacts, il doit les chercher, c'est-à-dire qu'il ne doit pas se mettre derrière l'arbre, il doit essayer de trouver l'endroit, si on arrive à trouver un angle, et si l'angle est là, il doit essayer de comprendre s'il y a la possibilité d'avoir des mesures d'évitement, de réduction ou de compensation. Donc c'est un travail, certains le font bien. J'ai un parc à Saut du Gâtinais qui a été dézingué parce que je rêve d'avoir encore ce paysagiste-là qui avait fait une étude sincère sans cacher la réalité des choses. C'est assez rare, pour tout vous dire, mais ça arrive. Parfois on a la chance. Néanmoins, ce type de procédé, notamment dans une concertation, tout le monde a dit que c'est vraiment un truc, pardonnez-moi, je ne vais pas parler d'honnêteté, c'est plutôt,
d'une certaine manière, se moquer des gens. Donc il y a un certain nombre de règles sur les photomontages. Le photomontage n'est pas une preuve. Et il suffit que, si vous voulez, on en fait le pari. Est-ce que vous annulez toute votre démarche si on vous trouve une photo qui impacte à 20 km depuis la date jointe? Si on vous trouve une photo, vous annulez? Parce que c'est ça, ce que vous êtes en train de suggérer, c'est que vous essayez de nous dérouler un argumentaire à partir de documents qui sont juste le sujet à caution. Donc je pense que c'est pas un bon point de vue. Il faut avoir un point de vue, je dirais, relativement sincère et objectif. Tout le monde qui arpente dans la salle les forêts, etc., parce que c'est le sport national, la promenade sur UGR, tout le monde sait très bien quels sont les points de vue qu'on peut avoir. Je pense que bien comme vous l'avez dit, il y a un tas de montages qui sont produits plus tard. Ici, dans le cadre de la concertation, on a fait avec les moyens, sachant que nous ne sommes pas un bureau d'études d'impact. Ici, on a des gens qui ont répondu à une demande qui a été formulée, et pour ceux qui étaient là, c'était une demande formulée sur la carte. Ici, on nous a pointé certains éléments, vous le retrouverez dans les comptes rendus de la réunion, et c'est des éléments que nous n'avions pas identifiés, le rocher d'Anjouan, les marais d'Archamps, on ne les avait pas nous identifiés. Parce qu'a priori, on considérait que ce n'étaient pas des éléments à impact. À tort ou à raison. Toujours est-il que, qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes allés sur place. Et donc, votre collègue est allée sur place, il se trouve qu'elle a pris le point haut du belvédère du rocher d'Anjouan. Elle est revenue au bureau et elle a constaté, zut, il y a un arbre. Deux possibilités. On assume le fait que les élèves sont derrière, sachant que la tablette est trop loin, au-delà de 10 km, la tablette n'a pas le rendu. Et donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de vous le montrer en toute transparence, tout en expliquant, ici, mon collègue l'a dit, si on se décale, on est bien conscient que, a priori, les éoliennes pourraient être visibles. Si l'arbre tombe, les éoliennes pourraient être visibles, on ne le cache pas. Ce qu'on dit simplement, c'est que c'est ce qu'on a aujourd'hui réalisé. En transparence, on savait que c'était sujet à critique, on l'assume. Les études vont compléter ce que nous on a proposé. Madame Cabot, qui la parole encore. Oui, excusez-moi. Lors de notre visite à Rosier, on est passé lors de l'autoroute et on a vu les éoliennes. Et il y a un monsieur qui a sorti une carte et elles étaient bien à 16 km. Elles étaient voyantes. Donc elles étaient déjà moins hautes. Alors, 230 mètres, 130 mètres de plus, ça ira sûrement plus de 20 km et on les verra sûrement à Fontainebleau. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études. Mais on ne dit pas le contraire. Donc, ici, je pense que c'était un devoir d'exigence qu'on a, un exercice d'exigence pour vous. Le fait de faire cette concertation nous a forcé à faire une analyse spécifique où, aujourd'hui, ce qui montre, selon le montage précédent, c'est que le rocher d'Anjouan a une potentiel réel. Simplement, malheureusement, la vue est mal cadrée. On le reconnaît. Ici, sur les marais, je pense que c'est très difficile d'avoir une vue, c'est en tout cas ce que nous on considère. Et puis il y a encore une vue qui est produite. Et là je vais pointer parce que c'est pas facile à voir, c'est contraste à l'écran. Sur la route de Pont-Roland-Montmarlotte, à hauteur je suppose que René a un tout petit peu d'argent à vous donner pour essayer de rendre service aux citoyens de nos territoires en leur proposant des photomontages. Il vous suffirait d'acheter une tablette pour 1 000 € et un logiciel pour 350 € utilisé aujourd'hui par l'ADREA, Centre-Val de Loire, la DRTP, la Loire, etc., qui vous permettrait, et par les associations, qui vous permettrait immédiatement d'avoir des vues. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous nous présentez une vue, parce que votre collègue est allé prendre une photo en désespoir de cause, etc., et qu'il a appelé son paysagiste pour la faire monter, il a dépensé 1 000 € chez un paysagiste alors qu'il pouvait faire le travail lui-même en achetant une tablette. Après, est-ce que l'investissement d'une tablette et d'un logiciel, René peut encore le faire étant donné le... Avez-vous participé aux événements ou peut-être pas? Non, moi je laisse les associations. Ce que nous avons donc les tablettes. On m'a demandé de venir pour essayer de voir si vous disiez des choses. Simplement pour expliquer ce qu'on a fait pendant les ateliers, pendant les visites de terrain. Nous avions des tablettes à disposition pour effectivement... non, mais une tablette qui permet en situation de voir les familles. C'est ce qu'on a fait. Mais vous n'auriez pu le faire sur la date. Non, parce que j'ai répondu simplement tout de suite qu'il y a des limites à la tablette en termes de distance. Monsieur, et la dame ensuite.
vous avez un problème de focal. Oui. Ça change tout. Donc à un moment donné, ça trompe tout, c'est comme si on était 2 fois plus loin. Donc à un moment donné, c'est biaisé. Tout ce que vous nous présentez, il y a des choses, c'est franchement de l'amateurisme. Par contre, j'ai des doutes concernant les autres dossiers que vous nous avez présentés lors des ateliers. Est-ce que tout est comme ça? Parce que si tout est comme ça, votre dossier ne va pas passer en préfecture. Hein. Ben, vous pointez mais vous pointez un point important, c'est qu'effectivement tout ce qui sera produit dans le cadre des études d'impact, tout ce qui sera à l'instruction sera scruté. Il y a plus de 20 services instructeurs, je pense, monsieur, que vous allez bien au fait. Donc c'est scruté de manière précise. Donc c'est pas dans notre intérêt de produire ici des visuels qui seraient erronés. Alors je ne vais pas dire qu'on n'a pas fait une erreur sur l'un ou l'autre, peut-être que ça va arriver. On a produit 14 photomontages qui sont disponibles là-bas. Ils seront sur le site de la concertation, visibles jusqu'à la fin de la concertation et au-delà. On n'a pas de difficulté à les laisser au-delà, même pendant une instruction d'un dossier. Vous pourrez revenir sur ces documents et voir si on a raconté des histoires. On n'a pas de problème avec ça. Ce sera scruté, analysé, et puis, à nouveau, je le répète, nous fournissons aujourd'hui des éléments qui doivent être complétés par une étude d'impact réalisée par des experts paysagers, par des gens qui font des photomontages tous les jours, c'est leur métier au quotidien. Madame, on vous écoute. Alors, moi j'ai juste une question justement sur cette photo-là. Sous la 4e éolienne à droite, enfin le projet d'éolienne, on en voit une justement. Est-ce que c'est vous qui l'avez ajoutée ou là c'est une vraie qu'on voit dans le cadrage? Donc ça c'est le photomontage, ça c'est nous qui ajoutons l'éolienne dans le photomontage. Pas le petit trait, enfin c'est pas les traits des éoliennes, on en voit une vraiment. Donc l'éolienne que vous voyez en blanc, c'est l'éolienne qui fait partie du photomontage que nous avons ajouté parce que c'est ce qu'on verra a priori depuis ce point de vue. Donc vous n'en mettez qu'une sur les 4 potentiellement là, on est d'accord? Micro aussi pour... Les traits, sur le photomontage, vous avez 4 traits jaunes. Ça j'ai compris. Et, oui, j'imagine. Et en fait, donc là, chaque trait correspond à l'emplacement des éoliennes. Alors, est-ce que vous vous souvenez ce que vous m'avez dit à la visite hors site que vous avez fait à Rosier? Quel que soit le résultat de l'enquête, de la concertation, si le préfet refuse, vous irez jusqu'au bout. C'est ce que vous m'avez dit. Donc vous êtes là simplement pour faire du cinéma, parce que ce soit prévu ou pas, au niveau des mesures acoustiques, vous n'avez rien fait du côté de Poligny. Rien. Donc vous n'avez pas déjà la base. Non. En pleine campagne, on ne sait même pas. Ne me dites pas ça, machin. J'étais là, donc votre collègue, votre société là, qui s'occupe de ça, c'est pas vous. Bon, vous m'avez dit ça. Donc, quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, de toute façon, vous êtes déjà là parce que votre chef vous a dit de venir. Sinon, vous aurez déjà fait l'anguille derrière, je l'ai dit tout à l'heure, pour déposer le dossier. Ne dites pas que ce que vous dites est vrai, vous allez jusqu'au bout, et tout ce que vous n'avez pas comme réponse aujourd'hui, parce que vous ne connaissez pas le dossier. Donc technique, vous ne connaissez rien. Et le truc, il est technique, hein, parce que le bruit, tout ça, c'est technique. Vous n'y connaissez rien, vous vous mettez déjà. Vous avez parlé en 2023 de 200 mètres, là on est à 230 mètres. Vous n'avez même pas un modèle à nous montrer. Il faut arrêter quand même, vous vous prenez pour des enfants ou quoi? Oui, mais déjà, je vous ai vu, quand votre collègue était en difficulté parce que son était un peu malade, eh ben, vous n'avez pas pris la parole. J'ai été obligé de vous traiter 2 fois de menteur la première fois, parce que vous-même vous avez dit, non, lui il a dit 2 fois et vous une fois. Vous avez dit que vous avez pris contact avec toutes les mairies, mais les mairies vous avez déjà refusé quand vous avez été à Paris. Vous avez les responsables, vous avez les conseillers municipaux, et vous avez même le gars du département. Donc vous ne venez pas vous raconter des histoires, vous avez la mémoire très courte, parce que vous n'y connaissez rien. Votre but, c'est juste d'embouter les éoliennes. Juste, c'est juste. Vous êtes des mercenaires. Merci, vous êtes des mercenaires. Sachant que quand on va commencer à expliquer partout que vos éoliennes mettent en cause la classification du domaine de Fontainebleau au patrimoine mondial de l'UNESCO, je ne suis pas sûr que vous aurez un grand succès. Je ne suis pas sûr que l'investissement de BlackRock dans votre projet, après celui raté à Nancy, ne va pas être un deuxième ratage. Donc réfléchissez bien. Je pense que le point
C'est le risque qu'on prend quand on développe des projets. C'est pour ça qu'on en développe plusieurs en parallèle. C'est parce que, on l'a évoqué, le taux de succès est autour de 20-30%. Donc voilà, c'est un des éléments qu'on devra étudier. Je disais que le maire de Fontainebleau et monsieur le député ex-maire de Fontainebleau regardent le projet de Poligny, mais alors je peux vous dire, à la limite. Et il nous appuie. Vous avez pu en juger sur la lettre de soutien qu'on a reçue inconditionnelle. Donc la base de données qu'on utilise, elle est très importante. Dans cette base de données, les auteurs du rapport disent qu'ils ont exclu les belles demeures. Ben oui, parce qu'une belle demeure, ça n'a pas de prix. Donc les belles demeures, à la campagne, il y en a des belles demeures. Hein. Le gars qui a rénové la ferme, etc., il y en a des belles demeures. Les demeures à plus de 300 mètres carrés, parce qu'à la campagne, 300 mètres carrés, c'est assez courant, il suffit d'avoir réhabilité une grange, etc. Et quand vous comparez avec ce qui se passe en ville, c'est moins courant, 300 mètres carrés. Donc on ne peut pas comparer. Et sublime, ils ont exclu toutes les maisons qui avaient été achetées et vendues 2 fois. C'est-à-dire avant et après les éoliennes. Et ils le disent très clairement. Ils le disent très clairement. Autrement dit, à la fin, ils se retrouvent avec des maisons qui sont standards. Donc grosso modo, on compare la maison, pardonnez-moi, je vais appeler ça B, enfin bon, je ne vais pas donner le nom de la marque, mais la maison standard, les pavillons, etc. Moi, j'ai réfléchi à une chose à l'époque. Moi, j'habite à Sault-du-Gâtinais. À 20 km à la ronde, je suis dans la banlieue de Montargis, la banlieue de Nemours, la banlieue de Pithiviers. Franchement, dans la banlieue de Montargis, la banlieue de Nemours, la banlieue de Pithiviers, si je constate les prix tels qu'ils sont dans une période de désertification locale, c'est sûr que ça va pas être terrible. Et si je les compare à des maisons standards du même acabit, c'est sûr que les prix n'ont pas changé. Les auteurs de ce rapport, qui sont des ingénieurs, et j'affirme encore, et c'est pas en plaisantant, hein, que ce sont des gens honnêtes, ils ont trouvé le moyen, parce qu'il faut les comprendre, de nous indiquer les restrictions qu'il faut porter à cette étude, et grosso modo de nous dire que quand on veut vendre de l'eau tiède, on peut mélanger des glaçons et de l'eau chaude, mais pourtant ça ne fait pas une étude. Et je vais revenir sur les questions de justice. Quand on ne peut pas faire dire à l'État la raison des choses, et c'est le cas puisque l'ADEME est chargé d'une mission, on se réfère au diagnostic des juges et la manière dont les juges ont jugé les affaires avec un certain nombre d'experts au tribunal. On a 3-4 jugements qui ont été rendus depuis les 5 dernières années. Le premier est très intéressant parce que c'est un jugement qui a permis d'affronter le fisc au tribunal administratif de Nantes. Un plaignant a dit « Moi, je paye une taxe foncière qui est indexée sur la valeur locative de mon bien. La valeur locative de mon bien a baissé parce que les éoliennes sont là. Je demande la baisse de ma taxe foncière. » Le juge a arbitré en faveur du plaignant et l'État, le ministère des Finances, n'a pas objecté, n'est pas allé en cour d'appel. Donc le jugement vaut jurisprudence. Donc le fisc considère que les éoliennes ont un effet de dévaluation du bien. Deuxième jugement, le jugement du tribunal d'appel judiciaire de Toulouse, qui a indemnisé une famille qui avait fait un gîte rural et avait dû partir de son gîte rural parce qu'elle ne supportait plus les éoliennes qui faisaient 80 mètres de haut, qui étaient de 700 à 1300 mètres. En partie cachée derrière un bois, mais on voyait les panneaux dessus et certaines entières. Et le tribunal administratif, le tribunal judiciaire de Toulouse a dit « Nous ne pouvons pas évaluer ce qui aurait été la vente ou la valeur du bien s'il n'y avait pas eu les éoliennes, mais nous pouvons évaluer qu'au prix où ils veulent le vendre, où il y avait un acheteur qui se proposait, par rapport au prix initial plus les travaux, il y a un différentiel que le promoteur doit payer. Et le promoteur a été condamné à payer ce différentiel. Et le troisième jugement va encore plus loin, c'est la cour d'appel de Rennes. La cour d'appel de Rennes, devant 13 plaignants qui ont argumenté la baisse de la valeur foncière de leurs biens, ça a été étudié de tas de manières, etc., et qui ont obtenu au global, si on prend indemnité et frais irrépétibles, à peu près 800 000 € d'indemnité.
Donc, vous fondez sur le rapport de l'ADEME sans comprendre le phénomène juridique qui se fait en ce moment là-dessus, et peut-être une vue un peu courte. Je pense que la plupart des éoliennes font au maximum 100-120 mètres de haut. Donc, comment vous pouvez vous l'opposer? Est-ce qu'on peut vous l'opposer légalement? Vous engagez là-dessus? C'est une des questions. Est-ce que légalement on peut prendre ça et si on a plus de dévalorisation, on peut vous attaquer? Vous engagez sur ce profil-là? Je ne pense pas. Et je ne pense pas qu'il faut que vous y alliez. Donc, nous le montrer sans nous donner une donnée essentielle, qui sont la moyenne du hauteur des éoliennes et combien de pourcents dépassent les 200 mètres, c'est pas recevable du tout. Ça n'est pas applicable. Donc, plutôt enlever là, ce sera peu. C'est pour ça qu'on a précisé que cette étude était perfectible. Une des données principales, les hauteurs éoliennes. Vous parlez de l'éloignement par rapport à l'éolienne, mais quelle est la taille de l'éolienne? C'est un paramètre d'ordre 1. Vous ne le maîtrisez pas? Enlevez ça. Encore une fois, c'est pas très honnête et que vous nous prenez pour des nuls. Madame, levez la main. Messieurs, nous sommes dans les dernières questions. Je suis présidente de Nature et Médecine 77. Je peux vous dire que nous tous ici présents, tous nos adhérents, on ira accompagner des mairies, accompagner des associations, on ira jusqu'au bout et on vous attaquera au tribunal administratif. Il y a d'autres expressions avant. Bon, attends, on vous donne le micro. Est-ce qu'on peut parler de l'impact sur la santé? Oui, bien sûr. Alors, quel serait l'impact, si on formule la question, c'est quel serait l'impact du projet sur la santé? L'impact des éoliennes en général. L'impact des éoliennes en général sur la santé. Alors, on n'a pas de document ici prévu, hein. Simplement, il y a des documents, ça a été évoqué, l'Académie française de médecine, il y a l'agence sanitaire. Toutes ces instances se sont prononcées déjà dans le passé sur l'impact possible des éoliennes sur la santé. Il n'y a pas d'impact avéré aujourd'hui sur la santé en lien avec la présence d'éoliennes, dès lors qu'on a des distances minimales à respecter. Je mentionne juste une chose, c'est que les 500 mètres, c'est une distance minimale, ça ne veut pas dire que tout parc liant toute éolienne à 500 mètres d'une habitation est autorisable. Ça veut dire simplement que c'est un minimum, c'est une question qui est venue souvent. On dit simplement que c'est une distance minimale. Donc voilà, si je peux répondre succinctement, c'est aujourd'hui l'état des connaissances qui est fourni par l'administration et par des organismes externes. Ben moi, je vais vous parler de la santé de mes enfants à Poligny, parce que j'y suis très attaché. Et je peux vous dire que quand je suis allé dans la classe et que j'ai fait des simulations photos que j'ai, à partir du mode mesure que l'on voit très bien, puisque FR3 était là avec moi, ils ont été estomaqués en disant mais c'est pas possible que ça c'est à 120 mètres et que les éoliennes iront à 200 ans. Et bien je peux vous dire que, imaginez que 2 classes de mon école va devoir subir les effets stromboscopiques puisque les éoliennes vont être plein sud et qu'ils vont les avoir dans l'axe de leurs fenêtres et qu'il va y avoir le soir, quand les journées vont être plus courtes, que la nuit va arriver, qu'on va déclencher la soirée discothèque. Et vous imaginez les pauvres gosses là, ils vont avoir ça sous les yeux en permanence. C'est impensable. C'est impensable, c'est inacceptable. Jamais on pourra accepter une chose pareille. Et puis vous pouvez nous faire toutes vos simulations photos. C'est évident. Ils les auront en pleine face, les pauvres gosses. Ils vont les avoir en pleine face. Et ça, je peux vous dire que jamais je les ai croisés un truc comme ça. Jamais, jamais, jamais. Donc quand vous avez posé la question, vous avez fourni un document, donc c'est un document allemand, on ne sait pas trop quelle est la taille de la société, tout ça, pour le démantèlement, le prix d'un démantèlement d'une petite éolienne. En France, on a la chance, vous savez, on a des leaders mondiaux justement du recyclage, notamment Suez Environnement. Donc moi je vous propose de demander un devis, comme je l'ai demandé sur le site internet, un devis de Suez Environnement pour le démantèlement d'une éolienne potentiellement installée sur le site.
Parce que le calcul est une aberration, j'en ai parlé à des personnes, des professionnels autour de moi, le fameux calcul de ça coûte 130, il valorise l'éolienne à 100, et donc le vrai coût est de 30 000, je pense que c'est vraiment une blague. Donc encore une fois, on n'a pas envie de rigoler, donc si vous pouviez venir demander un devis, je pense que c'est facile à faire, sinon on pourra nous-mêmes le demander, mais un devis à Suez Environnement pour le démantèlement et la valorisation de l'éolienne au bout de 20 ans. On ne va pas pouvoir vous répondre dans les 8 jours, mais on va prendre le temps de chercher des informations auprès de ceux qui démantèlent aujourd'hui déjà. Suez Environnement développe tout un projet. Et la deuxième chose, c'est dans le démantèlement, quid de l'inflation au bout de 20 ans. Comment l'argent est investi et quelle est la prise en compte de l'inflation. Et au final, quoi qu'il arrive, si le prix du démantèlement est bien supérieur à l'argent qui reste dans la structure, qui paye quoi? Et qui est obligé de faire quoi? Sur l'inflation, c'est il y a une actualisation qui est prévue par les textes. Tous les 5 ans, on réactualise, donc c'est le préfet, le service de l'État, qui spécifie quel est le niveau d'inflation et on doit rajouter en fonction de l'inflation. Donc c'est prévu dans le texte réglementaire, c'est une obligation. Si vous n'avez pas d'argent, on en revient toujours à la même question et je peux refaire la question du début. Donc le deuxième point, donc l'argent en fait il n'est pas produit. Il y a deux choses. Pour être tout à fait complet, nous on va provisionner sur un compte, à partir d'un certain moment, on va provisionner de quoi démonter. C'est l'argent qu'on va bloquer à un certain moment, après 15 ans d'exploitation, pour pouvoir démonter. Et petit à petit, on va créer cette provision. Mais à côté de ça... Petit à petit, vous la créez pas? Non, attention, j'ai pas fini. À côté de ça, on va créer... Enfin, on a l'imposition de mettre en place une garantie bancaire, et on en a parlé, c'est ces montants ici. Et cette garantie bancaire doit être mise en place avant la construction, enfin la mise en service pour être précis, ce qui veut dire que ça c'est des chiffres qui sont légaux, hein, donc c'est des chiffres qu'on nous impose, et on doit le constituer, on doit démontrer que la constitution, la garantie bancaire est bien... Oui, c'est le chiffre. Alors, c'est des chiffres ici qu'on a recalculés, il y a une approximation la fois passée, on les a recalculés sur un tableau ici, et on a refourni une information sur la manière dont on les calcule. Voilà, c'est ce qu'on peut dire aujourd'hui sur ce sujet-là. Merci, désolé, je vais me mettre du temps. Et non, c'est capital. S'il n'y a pas assez d'argent à l'époque. On vous donne le micro de ça maintenant, mais après. Elle est capitale. Les suites. Elle est capitale et vous ne pouvez pas la bloquer. Parce qu'elle est capitale, c'est si à terme, dans 20 ans, il n'y a pas d'argent. On a vu donc le frère du propriétaire de cette maison, c'est lui qui a le terrain, il n'a pas d'argent. Nous, on habite à 1 km, elle va, au bout de 20 ans, 25 ans, elle va commencer à dépiler. Qui paye quoi s'il n'y a pas assez d'argent? Alors, j'entends la question seulement. Donc ici, les montants peuvent être révisés. Donc, depuis 2020, il y a eu une première révision où il y a eu l'imposition d'enlever l'entièreté des fondations. Ce n'était pas le cas avant. Depuis 2020 ou 2021, c'est le cas. En 2023, les montants ont été révisés. Ils sont passés de 50 à 75 000 plus les 25 000 par mégawatt supplémentaire au-delà de 2 MW. Donc ça, c'est des révisions qui se font en fonction de l'avancée des s'il n'y a pas d'argent, s'il n'y a pas assez d'argent. Je ne peux pas répondre à une question hypothétique parce que... Non, c'est un scénario qui est possible. Mais ça, c'est une estimation. Si l'estimation elle est fausse, on sait bien. Comment on fait des estimations? Donc, s'il n'y a pas assez d'argent, qu'est-ce qui se passe? C'est facile. La garantie... Il faut appeler le droit et la justice. C'est la seule manière de se faire respecter dans ce pays. Oui. Qu'est-ce que dit la justice là-dessus? Alors, je suis désolé, on va conclure. Sur les étapes suivantes. Non, il est bon. Il faut le temps, il faut que ça. Vous voulez la réponse et que monsieur ne la connaît pas, je peux la donner. Le micro.
qui se pratique dans certains pays, c'est le mode assurantiel, c'est-à-dire payer une assurance qui à la fin, etc. La question c'est la durée de cotisation qui permet à un moment à un promoteur de consigner cet argent tient compte normalement de l'horizon du démontage de l'éolienne, 20 ans grosso modo en moyenne. Rien ne dit que l'éolienne et que la société va faire 20 ans. Rien ne le dit. Rien ne le dit. Déjà, les éoliennes du Morvan en 3 ans ont changé à peu près 80% des éoliennes du Morvan ont changé de partenaire financier, enfin de promoteur, parce que ça se vend, ça se revend, etc. Ce sont des actifs. Voilà. Donc on ne sait pas si ça va aller au bout. Ça ira au bout s'ils ont l'opportunité de monter encore plus, ce qu'on appelle le repowering. Enfin, quand on démarre 200, 230 mètres, on va monter beaucoup plus. Donc, grosso modo, ça veut dire qu'il n'y a aucune garantie, et c'est pour ça que, pour revenir au débat du début, c'est pour ça qu'il crée une société locale, un SASU, juste dépendant de la société juste au-dessus, parce que comme ça, bing, la société en bas fait faillite, et dans le droit, seule la société au-dessus est responsable à montant de ses emplois. Donc, c'est la situation. Donc, imaginons le cas qui peut arriver, faillite. Reste la consignation qui est faite à la Caisse des dépôts et consignations. Donc on sait qu'aujourd'hui, les montants même réactualisés ne permettent pas de démonter une éolienne. Alors on a la seule éolienne, les seules éoliennes qui ont été démontées, c'est des éoliennes qui ont été démontées et le budget a été analysé par l'État à la fois en termes de coût de démontage, recyclage, etc. Et ça revient à, miracle, 50 000 € l'éolienne. Pour des éoliennes de 80 mètres de haut en bout de pale et qui sont des bipales. Aujourd'hui, vous interrogez un bureau d'études, il va vous dire moi je ne sais pas démonter à 230 mètres de haut, voilà. En tout cas, je ne sais pas le faire, sans que ça coûte très cher. Après, dans la question du démontage, il dit souvent oui, on va valoriser les matériaux. Ouais, ça dépend du marché du recyclage dans 20 ans. Comme disait Pierre Dac, les prévisions sont très difficiles à faire, surtout quand elles concernent l'avenir. Donc, j'ai dit cette phrase que j'ai dit. Donc, grosso modo, faire une extrapolation dans 20 ans signifie qu'on fait exactement la même chose que quand on a fait les centrales nucléaires. La science permettra dans 50 ans de les démonter. On ne sait toujours pas le faire, je vous rappelle. Donc, on est dans cette situation-là. Donc, pour l'instant, les estimations qu'on a par des bureaux d'études dans le monde, interrogés par les fédérations éoliennes, c'est grosso modo entre 500 et 600 000 €. Mais pour des éoliennes à l'époque qui faisaient 150, 180 mètres. Qu'est-ce qui va se passer pour les éoliennes de 230 mètres? Mais peut-être vous en aurez, vous avez fait des études pour ça. Donc c'est très bien. Et là-dedans est comptée la revalorisation des matériaux. La revalorisation des matériaux, elle n'est pas très difficile à comprendre. Les pales, ça ne se revalorise pas. Le cœur, c'est du métal huileux qui a été, etc. Donc ça peut se revaloriser quand même. Le fût, c'est de l'acier, il peut se revaloriser. Et on arrive sur le béton. Ah, là, le béton, comment on fait? Vous avez raison, vous avez une obligation complète de dégager. Sauf si vous prouvez que le coût écologique du fait de dégager est supérieur au bénéfice écologique que ça peut avoir, la renaturation de la terre. Et dans ce cas-là, vous avez le droit, en zone agricole, sur demande du préfet, de ne dégager que le premier mètre, ou en forêt, de ne dégager que les 2 premiers mètres. Ce qui fait que toutes les éoliennes sont construites sur un socle où il y a un piton de 1 mètre ou 2 mètres, voilà, de manière à pouvoir péter le piton. Désolé, mais il y a plein de photos qui circulent là-dessus. Voilà. Et assurer sa stabilité pendant toute la durée de l'exploitation, à savoir environ 25 ans. Ensuite, un béton de propreté a été réalisé pour permettre de poser le ferraillage. La densité d'acier au mètre carré est importante. Ce béton armé assure la stabilité de l'installation. La fondation terminée, le remblai est nivelé. Donc voilà, ça c'est la situation. Autrement dit, rien n'assure de la réalité du démontage. Et on a l'expérience, voilà, la seule chose qu'on peut faire, c'est comme disait monsieur, au bout d'un moment, c'est dire, bon, finalement, comme elles sont là, on va dire que c'est un marqueur de l'histoire, c'est un monument historique. Voilà. Mais ça s'est passé pour la Tour Eiffel, ça s'est passé pour les terrils du Nord, ça s'est passé, etc. Donc, ne fermons pas, cinéma, la porte à l'avenir. Monsieur, la base sous-marine de l'Orient est dans un béton tel que quasiment déclassé monument historique.
si vous avez vu le béton et le ferraillage du béton des éoliennes, c'est quelque chose. Donc on en est là. La seule chose que je voudrais ajouter, c'est que devient juridiquement l'éolienne. Juridiquement, l'éolienne est sur un terrain. À partir du moment où il y a carence du loueur, il n'y a plus de loueur, ben, la charge revient aux propriétaires. Alors les propriétaires diront, oh ben ouais, laissez les laisser. C'est vrai, ils vont les laisser, ils n'ont pas de moyens, ils pourront mobiliser pour les 150 000, 180 000 euros, ils n'y arriveront pas. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont les laisser. Mais ils vont les laisser pas impunément, nous disent les avocats. Parce que ça, dans le bilan de la succession, ça va intervenir comme une dette. Et là, il y a beaucoup de jeunes agriculteurs qui devaient reprendre l'exploitation de papa qui vont se dire, est-ce que je reprends une dette? Je me permets de dire, vous avez beaucoup de choses intéressantes tout au long de la soirée et démontré que vous connaissez bien la matière. Et la loi. Alors là, on va... Mais je te garantis que nos avocats... Je vais juste vous dire, depuis 20 ans, on construit des éoliennes, ceux que vous mentionnez, les gens restés, etc., c'est ce qu'on me disait il y a 20 ans. Aujourd'hui, si vous me dites qu'il y a un seul cas où le démontage est à la charge du propriétaire, si vous m'en montrez un, j'entends, mais... Légalement, il l'est, puisque c'est lui le loueur. Oui, mais il n'y a eu aucun cas avéré qui ne veut pas dire... Elles ont été arrêtées d'exploitation, elles ne sont pas démontées. Alors, on va passer à la conclusion. Je suis désolé, monsieur François Nous, garde la présentation, je peux faire Madame Isaac pour expliquer la suite de votre bilan. Voilà. Tout d'abord, je voulais remercier l'ensemble des participants à cette concertation. Donc, vous, le public, vous avez consacré beaucoup de temps, et on vous a remercié, beaucoup de temps pour venir assister à tous ces événements, beaucoup de temps pour vous exprimer, notamment sur le site. Donc, c'est une matière très riche, très complète sur tous les enjeux du projet, tous les aspects. Donc, nous allons, une fois la concertation terminée, donc on a un mois pour remettre notre bilan à la CNDP. Donc, dans ce bilan, effectivement, on relatera l'ensemble des prises de position, des arguments que vous allez développer au cours de la concertation, et nous annexerons tous les supports sur lesquels vous allez exprimer. Donc ce bilan, une fois terminé, sera mis sur les sites, donc il sera mis à disposition du public sur le site de la CNDP et sur le site de la concertation. Donc aujourd'hui, la concertation n'est pas terminée,